Boum. C'est bon, vous avez entendu la dame? Oui. Bon, bah, super. Alors, on est reparti. Bon, je vous refais pas le topo comme quoi je m'appelle Amaro Cazenave, etc. C'est bon, on a compris comme ça. Les gens pour qui on a enregistré, ils savent que je m'appelle Amaro Cazenave, voilà. Et j'étais en train de dire que j'ai travaillé pendant 10 ans à TF1 et j'étais sur le point en fait de vous partager donc mon meilleur souvenir peut-être de TF1. Donc c'était en 2009, on était sur le journal du jeudi, juste avant les vacances de Noël. Je vous dis ça parce que ça a une importance, c'est le dernier journal le jeudi midi avant les vacances de Noël pour Jean-Pierre Pernaut. Et en fait, il avait neigé partout en France ce jour-là. Il avait neigé aussi à Paris. Et donc, dans le patio de TF1, là, on a une petite cour interne. Il y avait de la neige partout. Donc, moi, j'ai été remonté avec de la neige. J'avais demandé ça serait marrant de jeter une boule de neige sur Jean-Pierre Pernaut à la fin de son journal. Et donc, on avait dit, bah, vas-y, on le fait, quoi. Dans un instant, la météo et la neige avec Evelyne Delia. À 20h, Laurence Ferrari. Demain, c'est Jacques Legros que vous retrouverez. Et on va se quitter, bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau. Moi, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Salut, à l'année prochaine. Donc, voilà, si je vous montre cette petite anecdote, c'est parce que donc nous, après, on est parti déjeuner après le journal. Donc, on est en 2009 pour vous situer à ce moment-là. Et après être revenu de déjeuner, donc il est à peu près 15 heures quand on revient du déjeuner, une fois qu'on a travaillé sur le journal, il y a un collègue qui dit ah, c'était quand même marrant le coup des boules de neige sur Pernod, mais qu'est-ce qui se passe si je tape Pernod Neige sur Google? Et là, en fait, on a vu mais une avalanche sans mauvais jeu de mots, de plein d'articles en fait, de journaux qui avaient déjà titré à propos des boules de neige qu'avait pris Jean-Pierre Pernaut à la sortie du journal, avec le meilleur titre qui était pour Voici.fr, qui avait titré Jean-Pierre Pernaut, sauvagement agressé à l'arme blanche à la sortie de son journal. Donc ça, c'était assez extraordinaire comme titre. Et en fait, c'est tout bête, mais moi, ça m'a fait prendre conscience qu'il y avait un virage qui se créait là un petit peu entre ce que nous, on faisait en fait, qui était du mass média avec TF1, et puis de ce qui commençait à se jouer avec Internet, avec bah, voilà, tout d'un coup des médias qui commençaient un petit peu à exister et qui étaient de plus en plus crédibles aussi, à savoir qu'on pouvait s'informer aussi sur Internet. Et donc en 2009, en plus, on commençait un petit peu à avoir de la vidéo avec YouTube qui pouvait nous permettre de créer de la vidéo. Mais on va revenir un petit peu dessus tout à l'heure. Donc, j'y suis resté 10 ans. Jusqu'en 2014. En 2014, j'ai monté ma société de production qui s'appelle Revival Production, avec laquelle je fais beaucoup de vidéos plutôt pour l'église. Et puis, je fais aussi des vidéos pour des marques. Je travaille pour Nutella, Coca, Lactel, et consorts. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Mais donc, pas mal de vidéos pour l'église. Quand je travaille pour l'église, grosso modo, un petit peu les deux piliers de l'église, ça va être le denier et les vocations, qui sont un petit peu les deux fers de lance, en tout cas dans la communication chrétienne. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit exemple d'une vidéo qu'on a tournée cette année et qui était pour le denier du diocèse d'Angers. Je m'appelle Mathieu Séliac, je suis prêtre depuis 5 ans et je travaille chez Super Drive Vie depuis 5 ans aussi. Ce qui a vraiment changé depuis la fin du denier, c'est qu'on doit trouver un boulot alimentaire en plus de notre vocation de prêtre. Alors forcément, au supermarché, certains paroissiens me reconnaissent. Alors il faut pouvoir passer de la casquette de caissier à celle de prêtre. C'est pour une confession? Oui. Je suis désolé, je ne peux pas vous confesser tout de suite. Mais venez tout à l'heure au presbytère, 17h30. Très bien. Il y a 18h aujourd'hui, Mathieu. 18h30. Et après, on a l'inventaire. On fait ça plutôt demain? Presbytère, 11h. Bonne journée. C'est pas facile tous les jours de gérer ses priorités, de faire la part des choses entre son travail et sa vocation. Même si dans mon cas, il s'agit toujours de nourriture. La nourriture de l'âme à l'église et le reste chez Super Drive. Bonjour madame. Ah, madame, je suis désolé, je ne peux pas bénir votre eau minérale.
5,99 s'il vous plaît. Sans contact? Juste ici. Allô? Oui, oui Sophie, je suis désolé, je pensais vraiment qu'il me restait des congés. Ouais. Mais peut-être que le père Christophe pourrait célébrer votre mariage. Oui, en plus il vient de se faire virer. Ça va changer les idées. Oui, oui, bah écoute, tu sais quoi? Je vais l'appeler. Voilà, je le contacte. Mais bon, ça a ses petits avantages par moment. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait avancer de 10-15 jours la promo sur les confiseries? Non, parce qu'on a un camp de collégiens qui tombe pile à ce moment-là, donc... Ouais. J'ai un copain séminariste qui a fini trader à Wall Street. Comme quoi, Dieu et l'argent. Mais bon, je pense quand même que ça reste difficile de concilier les deux. Quand même. Donc voilà, une petite vidéo pour parler de façon un peu décalée du denier. Et donc, on va aussi voir un petit peu comment on en vient en fait à créer aussi ce type de contenu. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2014. Et en 2019, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Jesusbox, sur laquelle en fait on retrouve du contenu où on va plus parler de foi, en fait, plus du contenu qui permet de parler du cœur de l'évangile. En fait, ça me manquait un petit peu. Je pense que j'étais parti un peu dans l'illusion en 2014 qu'avec Revival, les diocèses allaient venir me chercher plutôt sur des spécificités, enfin plutôt sur du contenu qui allait parler de foi, j'en sais rien moi, relire les évangiles d'une certaine façon, créer du contenu d'évangélisation. Or, ça n'a jamais été vraiment le cas, c'est-à-dire on a très peu de demandes des diocèses qui sont des demandes vraiment d'évangélisation, ce qui se comprend d'une certaine façon, puisque l'Église est une institution et donc elle a des besoins en communication qui sont des besoins institutionnels. Mais donc, ne trouvant pas en fait ce truc-là avec Revival, je me suis dit, bon, ben, il faut peut-être pas que j'attende de la part des diocèses, de la part des évêques, qu'ils viennent me chercher pour cette compétence-là, parce que, en fait, tout simplement, sans doute enfin voilà, c'est pas le boulot des évêques d'avoir une vision au niveau de la vidéo. C'est peut-être plutôt à moi, en tant que réalisateur, de proposer cette vision-là. Et donc, je me suis dit, bah, on va créer une plateforme de vidéo sur laquelle on va proposer du contenu, donc sous forme de VOD, donc vidéo à la demande, ou bien SVOD sous forme d'abonnement, pour avoir, voilà, de créer du contenu. Donc là, on est encore en train de chercher un peu le modèle économique, on est en train d'essayer de voir comment on peut réussir à ce que financièrement ça tienne la route. Mais en tout cas, le site existe, les abonnements existent. Je suis en train de faire ça tout à l'heure, de mettre du nouveau contenu dessus. On a quelques parcours de baptême, parcours aussi pour les collégiens, lycéens. Donc, on essaye de penser aussi les choses en fonction d'un public cible qui va être plutôt orienté pastoral, quoi, animation pastorale pour les collégiens, lycéens surtout. Et puis aussi d'essayer de se dire, l'idée qu'on aimerait développer, c'est aussi de développer ça pour les familles. Mais donc voilà, donc c'est toujours en réflexion. Donc voilà, le site existe depuis 2019 et on essaye d'alimenter au fur et à mesure avec du nouveau contenu régulièrement. Et puis, en 2021, donc l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelle «L'Église a besoin de créatifs», sur lequel je reviens un petit peu à la fois sur ce parcours de professionnel, de vidéaste, etc. Et je mène aussi un peu quelques réflexions que je vais vous partager là, sur comment, quelque part, l'arrivée de médias comme YouTube, l'arrivée des réseaux sociaux est venu un petit peu bousculer notre façon de penser et comment est-ce que l'Église va se positionner un petit peu par rapport à ça et quelle créativité elle peut aller chercher là-dedans, sachant qu'évidemment la créativité elle n'est pas que dans le domaine du digital, mais elle peut s'ouvrir à d'autres domaines évidemment. Moi, je vais vous parler de ce que je connais, qui est de ma culture, beaucoup culture web, mais vous verrez que les réflexions que je porte sur la culture web, quelque part, elles sont bien plus larges que ça. Donc l'idée, c'est on va regarder un petit peu comment voilà, la digitalisation de la culture. Quand je parle de la digitalisation de la culture, pour moi, ça a été beaucoup au niveau de la digitalisation de la musique et des films. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un petit peu comment moi je consommais ça, comment vous consommiez ça aussi, et comment aujourd'hui on le consomme, et qu'est-ce que ça amène un petit peu comme changement. Je pense qu'on n'écoute plus la musique aujourd'hui comme on l'écoutait il y a 15 ans. On va voir que cette culture-là, c'est une culture qui est une culture communautaire.
C'est-à-dire, c'est vraiment sur le web, on va avoir des petits groupes de communautés qui vont se fédérer autour d'un créatif ou bien d'un collectif de créatifs. Que c'est une culture qui a un langage et un fonctionnement propre. C'est-à-dire, on ne va pas parler de la même façon dans la vraie vie qu'on va parler sur Internet ou qu'on va parler face à une caméra. Et comment un petit peu l'Église, elle se situe dans cette culture web. Et on terminera par, quelque part, un petit peu les défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui, notamment avec la crise du Covid qui a vachement accéléré les choses. On a vu comme ça fleurir tout un tas de messes en streaming. Et donc, je vais vous partager un petit peu mon point de vue sur ce qui s'est joué pendant ces 2 ans qui viennent de s'écouler et voir un peu comment l'Église peut peut-être aller un petit peu plus loin. En tout cas, voilà, je vais vous partager mes réflexions. Donc, l'idée, c'est de se dire que les réseaux sociaux, ils ont bousculé complètement la façon dont on va se cultiver. Si je prends un exemple, moi, en 2004, je venais de rentrer à TF1 et donc mon premier salaire, en fait, il y avait une grande partie qui passait chez Virgin Megastore des Champs-Élysées. Donc, j'ai pu m'acheter un petit peu tous les disques que j'aimais bien m'acheter, que je n'avais pas pu m'acheter quand j'étais étudiant. Mais donc, j'allais physiquement dans un magasin. Souvent, ça se passait de cette façon. Je circulais dans les différents rayons de différents styles de musique. Je prenais des piles de disques comme ça, et puis j'allais les écouter à la borne. Et puis, je choisissais un petit peu ce que je prenais, et puis je rentrais chez moi. Il faut vous dire une chose, c'est que 2004, donc qui est le moment où moi j'ai commencé à travailler, pour moi, c'est aussi, enfin, il faut qu'on se dise, c'est que c'est la naissance de Facebook. On l'a peut-être pas vu arriver en 2004 en France, mais en tout cas, Facebook, c'est né en 2004. Et en 2005 est né YouTube. Ces 2 bouleversements énormes, en fait, qui ont chamboulé ma génération, mais toutes les générations. Et donc, les générations d'aujourd'hui, en fait, ont l'impression que ça a toujours existé, mais il y a quelques années, ça n'existait pas. Et c'était pas il y a si longtemps que ça. C'est-à-dire, on parle d'il y a 15 ans, c'est pas non plus. Quand on voit l'évolution qu'a eu Facebook en 15 ans, l'évolution qu'a eu YouTube en 15 ans, c'est énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment des changements très très gros au niveau même du modèle économique, au niveau de la gestion de la publicité, au niveau de tout un tas de paramètres, au niveau de qui crée des contenus. Et donc, on va voir que par exemple, quand on créait des contenus en 2005 sur YouTube, on était vraiment des pionniers. Enfin, il y avait quasiment personne. Qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire sa place là-dedans. Et donc, la population qu'on va viser n'est pas du tout la même qu'au début de YouTube. Donc, on va voir un petit peu tout ça. Pour vous situer un petit peu, moi de mon côté, en 2007, j'avais monté une petite association qui s'appelait la Frasse Team, avec laquelle on faisait des vidéos sur Internet. C'est-à-dire que, grosso modo, quand on s'est dit, bah, tiens, on a la possibilité de créer du contenu sur YouTube et de le pousser sur les réseaux sociaux pour atteindre un petit peu nos amis très facilement. Au lieu de shooter un mail, on faisait une publication Facebook, c'était plus efficace. Nous, on s'est dit, tiens, attends, mais ça serait rigolo quoi, de se saisir de ça. Est-ce qu'on ne peut pas parler de notre foi de cette façon-là? Et donc, avec la Frasse Team, c'est ce qu'on a commencé à faire. Donc, nous, on a commencé à créer du contenu en 2008. En fait, les premières vidéos, c'était Cadichon à la nativité. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire? Ce serait rigolo de raconter la nativité du point de vue de l'âne et de le faire avec des Playmobil en stop motion. Et donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé ce contenu-là en 2008. Donc, en 2008, il faut s'imaginer un petit peu ce que ça donnait. On créait le contenu, on le mettait sur YouTube ou sur Dailymotion même à l'époque. Ensuite, on envoyait un mail, genre à 30 personnes. Et le soir, on était là, « Oh putain, 200 vues! Ah, le buzz, c'est énorme !» Donc, voilà, c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Mais voilà, on avait un petit peu ce truc de pionnier qui était de dire, « Ah, mais waouh, c'est fou, on peut… » c'était dingue, quoi, quand on voyait qu'on avait envoyé le truc à 30 personnes et qu'il y avait 200 vues. Donc, ça voulait dire que les gens se l'envoyaient un petit peu entre eux. Et donc c'était assez extraordinaire, quoi. Et ce qui aujourd'hui nous paraît un peu l'évidence. Donc, YouTube, il faut bien comprendre que quand c'était arrivé, et même jusqu'à il y a quelques années, dans la tête de tout le monde, c'est la culture du gratuit. C'est-à-dire que quand vous allez sur YouTube, c'est gratos, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on peut regarder des clips et écouter de la musique, et c'est gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez écouter tout un tas d'artistes en fait sur YouTube. Excusez-moi. Gratuitement. C'est-à-dire que
on n'a pas le sentiment que sur YouTube, en fait, on va devoir payer pour avoir du contenu. Ce qui est un biais de lecture qui n'est pas tout à fait exact, parce que au final, il y a quand même un modèle économique derrière le contenu YouTube, et que, par exemple, des gens comme Cyprien, Norman, Squeezie, qui sont un petit peu les numéros 1 français en termes d'abonnement sur YouTube, ils se sont vachement enrichis. Et, enfin, c'est-à-dire, concrètement, on parle d'enrichissement, c'est en millions que ça se compte d'euros, parce qu'ils ont su trouver une stratégie là-dedans et qu'aujourd'hui, enfin voilà, quoi, ils ont des millions d'abonnés qui font que leur contenu génère de l'argent par la publicité et que donc il y a un modèle économique qui existe là-dedans. Mais qui est moins vrai quand même si demain vous vous lancez. C'est illusoire de penser que vous allez pouvoir atteindre des millions d'abonnés et donc de pouvoir générer des profits avec la publicité. Euh, je pense que, bon, je ne sais pas si le chiffre est exact, mais grosso modo, aujourd'hui, 95% du contenu que vous voyez sur YouTube est créé par 5% de créateurs. Donc, cette culture du gratuit, puis même, elle est de plus en plus illusoire, puisque aujourd'hui, avant de pouvoir regarder une vidéo, vous avez 1 à 2 publicités avant de voir n'importe quelle vidéo. Donc, on voit bien que les choses évoluent. Puis, avec l'arrivée de nouveaux acteurs qui n'en ont rien à voir, enfin, pas tellement avec YouTube, mais de Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., on voit bien que pour avoir du contenu de qualité, il faut payer un abonnement à un catalogue et que donc c'est pas gratuit. Puis même YouTube propose aujourd'hui YouTube Premium pour 15 € par mois si vous ne voulez pas avoir de publicité. Donc on voit bien que ces modèles économiques de culture du gratuit sont en train d'être un petit peu bousculés. Mais c'est aussi la culture du like, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez pouvoir participer en fait à la création, à la valorisation en fait de ce contenu en cliquant sur un pouce en l'air. Vous allez pouvoir participer en fait à mettre à jour l'algorithme pour que ce contenu, eh bien, il soit plus vu, il soit plus mis en avant par la plateforme. C'est la culture du partage, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous engager vis-à-vis du contenu que vous regardez en le partageant autour de vous, c'est-à-dire que vous allez assumer le contenu de quelqu'un d'autre en disant voilà, je te partage ça parce que vraiment ça me parle personnellement et c'est important, je pense que tu le vois. Et puis c'est la culture du commentaire, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu dans lequel vous allez pouvoir donner votre avis. Alors c'est souvent des commentaires négatifs, on ne va pas se mentir, mais en tout cas c'est une culture vraiment où on s'engage en fait, soit en likant, soit en partageant, soit en commentant. Mais en tout cas, il y a vraiment un engagement fort et donc des interactions nouvelles qui se créent entre le créateur et l'utilisateur au final. Moi, quand j'allais acheter mon disque chez Virgin Megastore, c'est un moment de prendre ma plume et puis d'écrire un mot à la major ou à la maison de disque ou à l'artiste lui-même. C'était compliqué enfin voilà, l'interaction elle était quand même limitée. Donc là, on voit bien que ça va beaucoup plus vite. Donc petit rappel, 2004 Facebook, 2005 YouTube. Si je pousse un peu, 2007 c'est la création de l'iPhone et puis 2012 c'est le premier abonnement vous savez, à l'internet illimité. Vous savez, avant on avait payé par mois, on avait une limite de téléphone et d'internet. Et puis après en 2012 il y a Free qui est arrivé en disant non, on s'en fout de tout ça, vous payez et puis vous avez accès à tout. 2012 c'est aussi la fermeture du Virgin Megastore des Champs-Élysées, enfin de Virgin en France de façon générale. Donc on voit bien qu'il y a comme ça des liens entre ces nouvelles technologies et puis la façon dont on consomme la culture, quoi, quelque part. C'est-à-dire que Virgin, assez vite, ils ont dit les gens ne viendront pas plus acheter des disques ni des DVD chez nous. On ferme tout. Tout va se jouer sur du dématérialisé à partir de maintenant. Et je pense qu'ils ont eu un peu le nez creux, puisque enfin voilà, moi, je vois, et puis j'imagine que vous, c'est pareil. On a un peu tous des abonnements, Deezer, Apple Music, etc. Donc, du coup, voilà, il y a vraiment une dématérialisation des contenus. Cette dématérialisation donc des contenus, elle va avoir une implication sur nous, la façon dont on les consomme. Et comme ça va avoir une implication sur la façon dont on les consomme, eh bien, les créateurs de contenu, eh ben, ils vont aussi devoir s'adapter à des nouvelles habitudes. Et donc, le fait qu'on ait cette dématérialisation, que Internet ait joué là-dedans,
eh bien, les créateurs, ils vont devoir penser différemment la manière dont ils vont créer du contenu demain. Je vous propose de voir une petite analyse de Stan Leloup. Stan Leloup, c'est un mec qui fait des vidéos de marketing sur YouTube. Il fait aussi des formations au marketing. Et donc, il a souvent des bonnes analyses sur ce qui se fait aujourd'hui. Donc, il a fait toute une vidéo sur le marché un petit peu de Booba. Et donc là, j'ai pris un extrait pour vous montrer ce qu'il nous dit de l'adaptation des créateurs de contenus musicaux, en l'occurrence, à ces nouvelles technologies. Alors il y aura des gens pour lamenter les bons vieux jours des albums avant que les méchants réseaux sociaux ne viennent pourrir la durée d'attention de nos enfants. Mais il faut se souvenir que les albums sont eux-mêmes le produit d'une certaine technologie. Les compositeurs du XVIIIe siècle ne créaient pas d'albums, ils écrivaient des symphonies et des opéras puisque la musique pouvait seulement s'apprécier en live. L'album est un format qui est apparu pour des raisons commerciales quand il est devenu possible de vendre des enregistrements musicaux. La durée normale d'une chanson qui tourne autour de 3 à 5 minutes vient de la quantité de musique qu'on pouvait stocker sur les premiers 45 tours. Et la durée normale d'un album a été choisie de la même façon en fonction de ce qui était possible de mettre sur un vinyle puis un CD. Mais il y a de bonnes raisons de penser que l'album c'était pas un format optimal, c'est pas un format qui correspondait vraiment à la manière dont les gens avaient envie d'écouter leur musique. Par exemple, une radio ne passerait pas un album complet dans l'ordre, il perdrait trop d'auditeurs en cours de route. Donc la seule vraie raison d'être des albums, c'est de vendre un support physique. Quand cette contrainte a disparu, dès les débuts de iTunes, les gens se sont mis à acheter des chansons à l'unité. Mais c'était pas non plus un changement inévitable dû à Internet. D'autres formats ont beaucoup mieux survécu à la transition vers le streaming. Par exemple, les films produits par Netflix suivent essentiellement le même format et la même durée que les films qui sortent au cinéma. Pareil pour leurs séries qui tournent autour des 20-25 minutes pour des comédies et 50-60 minutes pour des dramas. Ces formats sont hérités des contraintes technologiques de la télé, mais ils correspondent assez bien à la manière dont les gens veulent consommer leur divertissement. Et donc les films n'ont pas été remplacés par des TikTok, ce qui aurait été le cas s'il s'agissait juste d'une réduction de la durée d'attention. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un des seuls vrais changements que Netflix a fait au format de la télé classique, c'est de rendre les durées d'épisodes plus flexibles. Là où, précédemment, il fallait que chaque pause pub soit au même endroit à la minute près dans chaque épisode. Et bien sûr, Netflix a abandonné la programmation hebdomadaire en rendant toute la saison disponible d'un coup, parce qu'à partir du moment où la vidéo est à la demande, autant laisser chacun regarder à son rythme. Donc le fait qu'on mesure encore le succès d'un artiste en vente d'albums, c'est une bizarrerie historique. Il y a même une formule étrange pour convertir les deux, où 1500 streams sont équivalents à un album vendu. Mais d'un point de vue technique, le format de l'album, il est plus nécessaire. D'un point de vue commercial, il est plus suffisant. Et d'un point de vue créatif, il n'est pas le plus flexible. Donc on voit en fait que les créateurs de contenu au niveau musical, en tout cas les maisons de disques, elles ont dû s'adapter. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait qu'on n'aille plus chez Virgin pour acheter le disque en entier et puis du coup consommer un album, mais peut-être acheter des chansons à l'unité, créer des playlists, eh bien ça change un petit peu la façon dont on va penser les choses au niveau du contenu par rapport à la réception qu'il va avoir chez l'utilisateur. Et donc, il y a une adaptation du format pour faire en sorte que le format il soit le plus simple possible pour l'utilisateur derrière. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas non, c'est à l'utilisateur de se tordre pour pouvoir s'adapter à ce que nous on va faire, mais plutôt on se dit non, on va adapter ce qu'on fait pour que l'utilisateur soit simple pour lui. Et donc ça, c'est vraiment un principe un petit peu d'Internet, c'est de se dire, bah, tiens, on va d'abord penser à la personne qui va être en face de nous. Comment est-ce qu'elle va, comment est-ce qu'on va faire pour que ce soit le plus limpide et le plus simple pour cette personne-là. Ce qui fait aussi que l'implication qu'il va y avoir, et notamment par rapport à YouTube, c'est qu'on va avoir une culture qui va être communautaire. C'est-à-dire que autour d'un créateur, eh ben, va se fédérer une communauté qui va s'abonner à son contenu, qui va pouvoir le regarder un petit peu quand elle veut, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand il y a des vidéos de Stan Leloup, en l'occurrence, qui sortent, j'ai pas besoin d'être là au moment où il met la vidéo en ligne pour pouvoir le regarder, non. Si je reçois une notification un jour et que je suis pas dispo, bah, je peux attendre le week-end suivant ou bien le soir pour regarder tranquillement la vidéo quand moi je suis bien disponible à accueillir ce truc-là. C'est pas un rendez-vous comme on peut avoir dans un mass média comme la télé où à 20h, bah, vous devez vous connecter, vous devez, en tout cas, vous devez allumer votre télé à 20h pour pouvoir suivre le journal parce qu'après, hop, bah, c'est terminé, vous ne pouvez pas le revoir. Non, là, il y a une vraie culture communautaire où vous allez en fait vous abonner, vous allez adhérer à un certain nombre de vidéos. Vous allez pouvoir, par exemple, regarder tout un tas de vidéos qu'a fait un
un artiste, un créateur, et puis vous trouvez ça sympa, vous vous abonnez pour pas louper la suite et être au courant des nouveautés qu'il fait. Vous pouvez aussi vous abonner à son profil Facebook ou à ses différents réseaux sociaux pour pouvoir suivre un petit peu son actualité. Et ça crée des nouvelles interactions. C'est-à-dire que, voilà, forcément, plus vous allez pouvoir suivre, plus vous allez travailler en communauté, plus vous allez aussi pouvoir vous engager par rapport aux créateurs que vous suivez. Et ça, ces nouvelles interactions, elles fonctionnent beaucoup à l'intérieur même des applications. C'est-à-dire que, par exemple, Netflix, il va vous dire, tiens, j'ai vu que vous avez aimé, parce que vous pouvez cliquer pour dire que vous aimez tel contenu, donc vous l'avez promu d'une certaine façon. Nous, on sait que du coup, si vous avez aimé ça, vous aimerez probablement ça, donc on va le pousser pour vous le proposer, que ce soit plus simple pour vous. Pareil pour Apple Music. Apple Music, il me demande souvent, est-ce que vous aimez tel artiste, etc. Est-ce que vous voulez le suivre? Et donc, je suis amené à avoir des notifications pour me tenir informé de la sortie de nouveaux albums, etc. Et ces implications, ces interactions, elles vont même plus loin. C'est que concrètement, avec votre smartphone, si vous aimez un artiste, si vous aimez un film, un titre, vous allez pouvoir aussi le partager. Et donc, vous allez avoir tout un tas d'applications qui vont vous permettre de partager ça par le biais de WhatsApp, par le biais de Messenger, par le biais de tout un tas d'applications qui vont vous permettre de sortir de l'environnement de l'application culturelle dans laquelle vous avez découvert ce contenu. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je découvre un titre que je trouve sympa sur Apple Music, ça peut m'arriver de dire tiens, attends, je vais l'envoyer à ma femme parce que c'est ça, il faut absolument qu'elle écoute ça, ou bien je lui transmets une playlist, etc. Et donc, on partage du contenu culturel comme ça, pas simplement à l'intérieur de l'application, mais aussi à l'extérieur via le biais d'autres applications. Toutes ces interactions et tout le fait qu'il y ait une communauté qui se crée autour d'une application, mais surtout autour de créateurs, ça va générer en fait une notion de tribu. C'est-à-dire qu'on va faire partie d'une petite tribu qui avons des codes en commun, de la culture commune. C'est-à-dire que par exemple, si on est fan des vidéos de Cyprien, bien on a dans le souvenir comment que la vidéo qu'il avait fait à tel moment, il avait créé tel personnage et donc il peut y revenir, etc. Et donc ça devient une référence pour nous. Et donc on va avoir cette petite notion tribale qui va avoir son langage et son fonctionnement, donc à travers notamment du partage. C'est-à-dire que vraiment, il faut comprendre que YouTube s'intéresse beaucoup à la manière dont les adolescents, notamment, vont partager le contenu. Est-ce qu'ils vont en parler autour d'eux? Est-ce qu'ils vont le partager via le biais des smartphones? Mais en tout cas, le partage, c'est vraiment le signe de l'engagement, je pense, suprême qu'on peut avoir autour d'un contenu. Ça va être très différent du mass média qu'il va y avoir avec la télévision, où la télévision rentrait littéralement chez les gens. Nous, on rentrait à 20h, on rentre chez les gens. Là, sur le téléphone, on se connecte, on vient chercher du contenu qu'on ne va pas peut-être consommer tous en même temps, mais au final, on va créer une communauté qui va peut-être être plus large. Et en tout cas, on va pouvoir aussi faire partie de plusieurs communautés, plusieurs petites tribus. Je vais faire partie de la tribu de ceux qui suivent les vidéos de Cyprien, mais aussi je fais partie de la tribu de cet artiste qui fait tel type de musique. Et je fais aussi partie de la tribu de telle paroisse. Enfin voilà, il y a tout un tas de tribus auxquelles on peut appartenir. Et cette notion, en tout cas, de tribal, en fait, c'est cette notion de venir faire partie d'une communauté et des liens que ça peut avoir, en tout cas des liens de proximité, de sympathie que ça peut créer, eh ben, il faut se dire que ça a des implications fortes et de savoir jouer un petit peu avec ça. Il y en a plein qui savent très très bien faire, notamment les politiques qui s'y intéressent de plus en plus. Je pense notamment à Emmanuel Macron qui, cette année, non pas cette année, en 2021, l'année dernière, a fait un challenge avec McFly et Carlito. Est-ce que ça va pour tout le monde? Tout le monde sait qui c'est, McFly et Carlito? Non.
vous pitch en 2 secondes. Donc, McFly et Carlito, donc ce sont 2 YouTubeurs. Donc, c'est des mecs qui font des vidéos sur YouTube, qui cartonnent depuis quelques années. Ça vraiment, ils marchent très, 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 très fort. Et en fait, ils font beaucoup de jeux avec d'autres YouTubeurs ou avec des personnalités. Ou, enfin voilà, ils font des concours de blagues, des concours d'anecdotes. Ils font des jeux dans lesquels, en fait, ils doivent répondre à un quiz. Et s'ils se plantent, bah, ils scrollent dans le téléphone et ils appellent un numéro au hasard. Ils doivent faire une blague, etc. Donc, c'est beaucoup comme ça de jeux qui peuvent paraître un peu débiles, mais quand vous le faites avec Pierre Ninet, c'est très amusant parce que tout d'un coup, Pierre Ninet, en fait, comme par hasard, il va téléphoner à Gilles Lelouch. Et donc, en fait, vous avez 2 personnalités qui s'appellent et en fait, ça fait des blagues. Et donc, ça crée des situations qui sont très comiques. Ces 2 gars, ils viennent de la radio au départ. C'est-à-dire que c'est des mecs qui ne laissent jamais un temps mort, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris aussi que sur Internet, le nerf de la guerre, c'était de susciter l'attention du spectateur tout le temps. Et grosso modo, il y a une étude qui est parue il y a quelques années qui disait que la durée d'attention des jeunes était passée en dessous de la durée d'attention d'un poisson rouge. C'est pas des blagues. C'est-à-dire qu'on est en dessous de 8-9 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne stimulez pas l'attention d'un jeune toutes les 8 secondes, hop, c'est terminé. C'est-à-dire il peut décrocher. Et en fait, si vous regardez les vidéos sur YouTube, ça peut être gonflant parce qu'en fait, mais il se passe un truc tout le temps. Un rire, un éclat de rire, un zoom, un truc, un machin. Mais ça n'arrête jamais et il n'y a pas de temps mort. Ce qui fait que ça peut donner une sensation un peu d'épuisement à la fin de la vidéo. On se dit, c'est bon les mecs, là, ça va. Mais auprès des jeunes, ça marche très, 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 très fort. Et Emmanuel Macron s'y est pas trompé, puisqu'il s'est dit, tiens, la crise du Covid, les jeunes, c'est compliqué pour eux de respecter les gestes barrières. Et si on allait voir du côté de McFly et Carlito pour rappeler un petit peu aux jeunes l'importance des gestes barrières et leur proposer de faire une vidéo là-dessus. Donc, je vais vous mettre l'extrait du Huffington Post qui résume un petit peu ça. Et puis après, on va voir une analyse un peu approfondie. Est-ce que je suis chauve? Non, vous êtes rasé de près. Oh non, mais ça... Kylian, j'annonçais la nouvelle à nos amis, à savoir que vous alliez quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. McFly, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Faites une vidéo pour réexpliquer ces gestes. Et si vous avez 10 millions de vues, vous venez tourner à l'Élysée. Seulement si, à la fin, avec Emmanuel Macron, on fait un concours d'anecdotes. Alors, c'est oui. Emmanuel Macron est OK pour un concours d'anecdotes. Nous acceptons. C'est la remontada du président de la République. On se concentre, on lâche rien. Donc voilà, pour résumer un petit peu, donc en février, il y a à peu près un an, la communication du président de la République contacte McFly et Carlito et leur dit le président, il aimerait bien que vous fassiez une vidéo pour rappeler les gestes barrières. Et si cette vidéo que vous allez faire atteint 10 millions de vues, vous venez tourner une vidéo à l'Élysée. Et en fait, si vous voulez, la communication, ils sont très malins à l'Élysée parce qu'ils connaissaient très très bien les codes de McFly et Carlito. C'est-à-dire, je pense qu'ils avaient vraiment toujours un temps d'avance sur ce qu'allait proposer McFly et Carlito, à savoir que ce qui l'intéressait à McFly et Carlito, ça serait de faire un concours d'anecdotes, parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec le président. C'est-à-dire, en termes de vidéo, il y a des jeux sur lesquels c'était juste pas possible. Donc, il y a un de leurs formats qui était ce concours d'anecdotes, c'est-à-dire vous dites une anecdote qui est invraisemblable, mais qui peut être vraie ou fausse, et après vous demandez à l'autre est-ce que c'est du bluff, est-ce que c'était vrai ou pas,
Et l'autre, s'il devine si c'était vrai ou pas, il marque un point, quoi. Enfin, et puis s'il devine pas bien, c'est vous qui avez un point, etc. Et donc, du coup, la vidéo évidemment qu'ils ont faite a fait largement plus de 10 millions de vues. Et du coup, ils sont venus tourner à l'Élysée un concours d'anecdotes avec Emmanuel Macron. Et la première anecdote d'Emmanuel Macron, c'était de dire Kylian Mbappé, qui est un joueur de football du PSG, c'est moi qui m'occupe de sa carrière. Il va aller jouer à l'Olympique de Marseille. Truc invraisemblable. Et donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Donc, non, c'est pas. Enfin, voilà, ils ont dit non, c'est pas vrai. Et donc là, le président, il prend son téléphone et puis il appelle Kylian Mbappé, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis Mbappé dit non, absolument pas. Je vais pas. C'est faux, je vais pas jouer. Mais voilà. Donc Emmanuel Macron perd un point là-dessus, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que là où je veux vous emmener, c'est vraiment vous expliquer à quel point les politiques ont réussi à comprendre les rouages de ces codes-là pour s'y investir, s'y incruster dedans et réussir à créer énormément de sympathie. Et donc là, je vais vous montrer une vidéo de Clément Viktorovitch, qui est un analyste de politique à la télé. Il fait pas mal de chroniques et qui est aussi quelqu'un qui est un peu un expert sur le langage, la prise de parole, comment est-ce qu'on fait pour être un bon orateur. Évidemment qu'Internet va devenir un enjeu énorme. Alors, moi, ce qui semble se dessiner, c'est que ça va être un peu la foire d'empoigne. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un Eldorado. Tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, rien n'est encadré. Et il n'y a aucun CSA, il n'y a aucune régulation, rien. On sous-estime sans doute encore un petit peu l'impact que ça a, notamment malgré tout sur les jeunes. Parce que bon, je disais tout à l'heure, oui, les jeunes, ils vont pas voter. Pour nuancer ma propre nuance, ils vont quand même voter. Donc c'est quand même un véritable enjeu. Donc oui, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer. Je pense que Twitch va être un enjeu absolument capital par le côté Eldorado, parce que ça permet quand même une véritable proximité avec les viewers que tu as nulle part ailleurs en réalité. Et cette proximité-là, pour les hommes politiques, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que avec la surcharge, en fait, on est dans un espace, mais là, je vais faire des grosses généralités, il faudrait parler beaucoup plus longtemps, mais il y a de plus en plus de communication, il y a de plus en plus de canaux. Notre attention, elle est sursollicitée en permanence. Et les prises de parole sont de plus en plus courtes. Elles sont de plus en plus émotionnelles et émotionnantes. C'est-à-dire qu'en fait, plus les prises de parole sont courtes, plus il y a de la compétition pour de l'attention, plus on va chercher les émotions. Parce que quand tu as un temps court pour parler, c'est ça qui fonctionne. Et donc, dans ce cadre-là, le Graal pour un homme politique, c'est de paraître sympathique et sincère. C'est le Graal. Donald Trump, pourquoi il est élu? Il est élu pour plein de raisons. Là encore, c'est multifactoriel. Mais il est notamment élu parce que le mec paraît authentique. Parce qu'il y a une partie des Américains, notamment, c'est pas la seule chose qui joue, mais il y a une partie des Américains qui se disent, vous savez quoi? Ok, ce mec-là est un beauf. Ok, ce mec-là, il a même harcelé des nanas. Il dit n'importe quoi. Il poste n'importe quoi sur Twitter à 3h du mat. Mais en fait, il est comme nous. Il est comme nous. Au moins, il est authentique. Au moins, il n'est pas faux. Et d'ailleurs, le compte Twitter de Donald Trump, jusqu'au bout du bout, c'est pas @Donald Trump, c'est @The Real Donald Trump. Ouais. Pour bien, et jusqu'au bout. S'il avait voulu récupérer @Donald Trump, il le faisait en claquant des doigts, tu vois. Mais non. Pourquoi? Parce que le Graal pour un homme politique, c'est paraître sincère et sympathique. Et Twitch, c'est quand même vraiment une machine à forger de la sincérité et de la sympathie. Évidemment que ça a une influence sur le vote. Évidemment que voir Macron aux côtés de deux types qui te sont sympathiques, évidemment que ça te le rend davantage sympathique. Et ça met en parallèle, ça jette un éclairage plutôt sur Zach, la séquence dont tu parlais quand il appelle Kylian Mbappé. Pourquoi est-ce qu'il raconte tout de suite cette anecdote qui est, en fait, effectivement, elle est forcément invraisemblable? Parce que toute l'anecdote, on s'en fout, en fait. La seule chose qui compte, c'est que Macron puisse prendre son téléphone et dire vous savez quoi? J'appelle. Voilà, Mbappé. Et en fait, là, tout simplement, quand t'aimes Mbappé, tu te dis waouh, la vache, le président, il parle à Mbappé, j'aime Mbappé. Le président, immédiatement, inconsciemment, automatiquement, était plus sympathique. Bon, l'idée, c'est de voir un petit peu ici que voilà, la façon dont les politiques vont se prendre au jeu en fait, là-dessus, ou en tout cas vont acquérir des compétences dans ce domaine-là. Ça va être dans une motivation un petit peu de manipulation quelque part, ce qui n'est pas du tout l'enjeu, hein, c'est-à-dire pour l'Église. Hein, c'est pas ce que je veux dire. Hein, je suis pas en train de vous dire
comprenez les rouages de YouTube, etc., pour aller demain vous rapprocher de gros YouTubeurs pour pouvoir manipuler les masses. C'est pas ça. L'intérêt, c'est de dire, OK, vous avez en fait toute une frange de la population, en tout cas de gens qui sont puissants, qui se sont intéressés à ces rouages-là pour essayer de voir comment en fait ça forgeait de la sincérité et de la sympathie. Je pense que quand Clément Viktorovitch dit ça, je pense qu'il dit vraiment, il touche quelque chose d'important. C'est que souvent, on a tendance à avoir une communication très cadrée, dans laquelle on va essayer de contrôler un petit peu beaucoup les choses qu'on fait. Là où finalement, ce qui fonctionne très très bien sur YouTube, ça va être plutôt la sympathie, la transparence. C'est-à-dire que, et là-dessus, je pense que l'Église a encore des compétences à acquérir, c'est de réussir à se dire, OK, on va essayer de parler vrai. On va essayer de peut-être se libérer d'un carcan de contrôle trop sur la communication pour essayer d'être le plus sincère dans ce qu'on dit, de surtout pas faire de la langue de bois, ce qui est vraiment si vous voulez, la langue de bois par rapport à YouTube, ça va vraiment s'opposer. Et donc, l'intérêt, ça va être d'essayer d'acquérir certaines compétences en fait pour comprendre ces rouages-là et pour essayer d'être le plus transparent possible, parce que je pense que la transparence, ça se travaille aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas tout d'un coup tout. Enfin voilà, il y a des façons de communiquer en tout cas, et de peut-être communiquer sur des failles, des faiblesses, d'essayer d'être le plus le plus authentique possible. Et donc ça se travaille. Donc comment est-ce que l'Église surfe un petit peu sur cette culture web? Donc en 2004, on avait Facebook, 2005 YouTube. Dans les années 2010, on avait donc les premières vidéos chrétiennes qui commençaient à fleurir sur les réseaux sociaux. Donc nous, on en faisait avec la Frassa Team, mais il y en avait d'autres qui existaient. Enfin, je pense à des formats comme le catalogue, qui est apparu un petit peu aussi comme ça autour des années 2010. Et donc, du coup, voilà, il y a un petit peu des premiers contenus qui sont sortis autour des années 2010. Si on regarde un petit peu ce qui se passe 11 ans après, donc sachant qu'effectivement le Covid est passé par là et que ça a beaucoup bousculé les choses, mais moi je suis allé faire une petite recherche l'année dernière sur YouTube quand j'ai tapé diocèse et que j'ai regardé les chaînes françaises qui sortaient. J'ai trouvé 66 chaînes YouTube qui correspondent donc à 66 chaînes de diocèses. Donc, on sait qu'il y a à peu près 93 diocèses en France. Et ben, ça fait que 2/3 des diocèses sont présents sur YouTube, ont voilà, quelques abonnés et ont posté au moins une vidéo. Alors, j'ai mis qu'il y avait 1750 abonnés en moyenne. Alors, sachant que c'est vraiment très, très… c'est pas du tout homogène, hein, c'est très hétérogène. Si vous regardez, Avignon arrive en tête avec 20 000 abonnés. Bon, ça, c'est des chiffres, il faudrait les mettre un peu à jour, là, ça date de quelques mois, mais diocèse Saint-Marc, 1000, Fréjus-Toulon, 9500. Donc, vous voyez que voilà, il y a des diocèses avec lesquels il y a voilà, il y a peut-être une centaine d'abonnés. Donc voilà, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, les diocèses sont présents quand même sur YouTube, ont déjà commencé à poster des vidéos. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on ne va pas être sur un phénomène de buzz avec ces vidéos-là, parce que souvent, en fait, les premiers abonnés aux chaînes des diocèses, ça va être des diocésains. C'est-à-dire que les gens, en tout cas, je souhaite, mais qui sont abonnés à la chaîne YouTube d'Avignon, bah, ce sont des gens qui habitent sur le diocèse d'Avignon. Et donc, l'intérêt, en fait, pour ces chaînes aujourd'hui, et c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport aux années 2005-2010, où c'était un petit peu la culture du buzz, beaucoup, où on pensait que quand on allait pondre une vidéo sur Internet, elle allait faire le tour du monde, etc. Aujourd'hui, on est plutôt sur une présence locale. C'est-à-dire que demain, si sur votre paroisse, vous créez une chaîne YouTube, bah, il y a fort à parier que les premiers abonnés, ce soient avant tout, en fait, des paroissiens. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous allez pouvoir créer du contenu pour une population cible qui va habiter dans le quartier. Et donc, vous allez pouvoir réfléchir et bien cibler votre histoire. Si vous m'aviez demandé il y a quelques années l'utilisation de la vidéo dans l'Église, moi je vous ai répondu, il y a 3 utilisations: communication, pédagogie, évangélisation. Communication, ça va être le denier et les vocations.
qui sont un petit peu les deux communications principales. Il y a aussi évidemment des vidéos qui vont parler d'événements, c'est-à-dire on va créer un événement diocésain, un événement paroissial, et donc on va faire de la communication autour de ça. Donc ça, c'est un peu pour la partie communication. Il y a une partie pédagogie qui va être des vidéos où on va expliquer des choses, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une culture catholique latine, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une culture très pédagogue, où on a besoin d'expliquer beaucoup les choses. On donne un exemple, on va beaucoup expliquer ce que sont les sacrements, on va expliquer ce qu'est la Trinité, on va expliquer ce qu'est les sacrements, j'ai déjà dit, mais le baptême, j'allais dire, c'est un sacrement, mais ce qu'est la messe, les différents temps de la messe. Et donc, on a beaucoup de choses à expliquer aux gens. Qu'est-ce que c'est que le carême? Enfin, voilà. Et donc, on va faire beaucoup de pédagogie pour essayer d'expliquer les notions de foi. Donc, typiquement, les premiers formats que j'ai fait avec Revival Prod, c'était pour le Jour du Seigneur, où on a fait une série de vidéos qui s'appelait Tablettes de la foi, et qui étaient typiquement des vidéos très pédagogiques pour expliquer des notions de foi. Et puis après, il va y avoir des vidéos d'évangélisation qui vont être des vidéos qui vont plutôt surfer sur justement des émotions, où on va peut-être avoir la vie d'un personnage qui vit un tournant autour de sa foi, peut-être qu'il vit une conversion. En tout cas, des vidéos qui ne vont pas renvoyer vers un diocèse ou avec un call to action très fort sur il faut donner de l'argent ou bien il faut investir en tant que, enfin, voilà, pour rejoindre les ordres, pour devenir prêtre ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, des contenus qui vont être entre guillemets un peu plus gratuits, mais qui vont vraiment parler du cœur de la foi, qui vont vraiment parler du cœur de l'évangile. Donc voilà, trois utilisations. Depuis 2020, eh bien, il y a une nouvelle façon d'utiliser la vidéo qui est le sacramentel, puisqu'on a vu apparaître la messe en streaming. Donc, la messe en streaming avec l'arrivée du Covid, ça a été pour beaucoup de paroisses un sujet hyper fort et ça a été même une grosse nécessité pour beaucoup de prêtres de se dire je suis loin de mes paroissiens, il faut que mes paroissiens, que je retrouve en fait une forme de contact avec les paroissiens. Je vais vous donner un petit peu mon point de vue sur ce qu'a potentiellement été beaucoup la messe en streaming. Et on va essayer de relire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans beaucoup de cas, la messe en streaming, ça a été vu comme une passerelle, c'est-à-dire qu'on a utilisé Internet comme un pont pour rejoindre en fait les gens et se dire moi, je vais faire ma messe et puis je vais aller la donner à des gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Et comme ils ne peuvent pas venir en présentiel, eh bien, on va essayer de créer un lien, en tout cas à distance avec ces gens-là pour se rejoindre. Le problème avec ça, et je ne suis pas là pour faire un débat sur comment est-ce qu'il faut faire la messe en streaming ou pas et comment elle doit se faire et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas eu ou très peu d'adaptation. C'est-à-dire qu'on a continué à faire la messe comme d'habitude et en fait, c'était les gens en face qui devaient s'adapter à dire nickel, du coup, c'est à cette heure-là, ok, super, donc je me connecte à l'heure dite. Et puis, du coup, il faut faire un peu silence dans la maison. Il faut trouver le bon endroit parce que, a priori, d'habitude, l'ordinateur est plutôt posé sur un endroit où on travaille, donc pas très propice à accueillir le sacrement de la messe. Enfin, pas propice à vivre un temps de messe, etc. Donc, pas évident, quoi. Pas d'adaptation pour essayer de se mettre à la place de l'utilisateur, mais pas à la place du paroissien et de se dire comment est-ce qu'il est chez lui, comment est-ce qu'on va pouvoir lui faire vivre un temps SPI. Et donc, on a vu des articles, typiquement un article d'Aletheia ici, qui est, on va vous expliquer les 6 choses à bien faire pour suivre la messe à la télé. Donc, en gros, en fait, on fait un peu le contraire de ce qu'ont fait les maisons de disques. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer les 6 façons dont que vous devez faire chez vous pour pouvoir vous adapter, vous, à ce que nous, on va faire. Et donc, c'est un peu étonnant de se dire, finalement, c'est au spectateur de faire l'effort de s'adapter à ce qui lui est proposé. Et donc, l'idée, c'est de se dire, donc, encore une fois, je ne suis pas là pour faire un débat sur la messe en streaming, mais c'est plutôt de dire que de façon un petit peu générale, souvent, on a ce cas de figure-là dans l'Église. C'est-à-dire que
dans l'église, on va continuer à faire ce qu'on fait d'habitude, mais on va se servir de YouTube comme une passerelle pour envoyer des choses aux gens. Et c'est une curieuse façon de penser par rapport à la culture web, puisque la culture web, elle, pense complètement l'inverse, en se disant, mais les gens, où est-ce qu'ils vont regarder leurs vidéos? On sait aujourd'hui que plus de 60%, parce que moi à l'époque, j'avais regardé une statistique où on avait fait le point de bascule, on avait dépassé les 50%, et donc 60% du contenu de YouTube est regardé sur un smartphone et pas sur un ordinateur. Et donc, d'essayer aussi de comprendre où est-ce qu'il est, en fait, le gars qu'on va rejoindre, la personne qu'on va rejoindre via le biais de notre chaîne YouTube, où est-ce qu'il se situe et comment est-ce qu'il est, dans quel contexte il va découvrir la vidéo, etc. Et donc, d'essayer de s'adapter peut-être plus à la personne qui va pouvoir suivre le contenu pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir répondre à ses besoins. Je vous donne un autre cas. Donc, c'est une paroisse que j'aime beaucoup à Lyon qui s'appelle la paroisse Saint-Nizier, qui est la paroisse de l'Emmanuel. Voilà un petit peu une utilisation de la vidéo chez eux, qui est une bonne idée. En fait, ils disent, bah, tiens, on va filmer l'homélie et ensuite, on va la mettre sur notre chaîne YouTube. Comme ça, bah, les gens peuvent revoir l'homélie, etc. Ou les gens qui n'étaient pas présents peuvent entendre le mot du prêtre sur l'évangile du jour, etc. Donc, c'est une bonne idée, en fait, ça, de faire ça. Seulement là, on a typiquement une disposition technique dans laquelle, en fait, on va faire au plus pratique et surtout pas faire un effort vous voyez, par exemple, au niveau du cadrage, ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a mis la caméra sur la chair parce que, grosso modo, la chair, on s'en sert pas et qu'on se dit, bah, tiens, au moins là, ça va gêner personne et on va faire le plan d'ici, ça sera très bien. Et donc, en fait, on a une dissociation totale entre le contenu, qui va être l'homélie en l'occurrence, et le contenant, c'est-à-dire le cadre, la façon de filmer, et qu'on va mettre sur YouTube. Alors que précisément, le contenant, la façon dont on cadre, va raconter quelque chose. C'est-à-dire que cette façon de filmer là, eh ben, elle raconte quelque chose en tant que telle. Et moi, ce que je crois en tant que réalisateur, c'est que les deux sont indissociables, c'est-à-dire que la technique, elle doit être au service du contenu, non pas pour faire en sorte que le contenu arrive bien à destination, mais pour bien que le contenant raconte la même chose que le contenu et que tous les deux soient parfaitement alignés. Ce que je veux dire par là, c'est que faire un plan en plongée, ce qu'on appelle en plongée, c'est-à-dire un cadre très haut qui vient écraser la personne, eh bien, ça raconte quelque chose sur le prêtre. C'est-à-dire qu'on le met dans une position de difficulté, on le met dans une posture faible. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les codes du cinéma, qui sont des codes qui sont acquis de façon inconsciente depuis que le cinéma existe. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a déjà vu un film, tout le monde a déjà été au cinéma, et donc on a acquis de manière inconsciente tous ces codes-là. Et l'idée, c'est de vous en faire un bref rappel avec Ludoc, qui est un réalisateur YouTube que moi j'aime beaucoup, qui a fait beaucoup de vidéos avec le studio Bagel notamment. Encore 5 minutes. Ouais, ça marche. Ouais, en fait, pardon, je suis un peu comme on a commencé un petit peu à la bourre. J'aimerais terminer parce que ça va être la partie la plus sur la partie, mais je vais speeder. Bon, sinon tant pis, on passe la vidéo de Ludoc. Mais l'idée, c'est de bien comprendre qu'en fonction de comment on cadre, eh bien, on ne raconte pas la même chose. Et ça, c'est vraiment important de bien comprendre qu'il y a une adaptation technique. On me dit que c'est bon, vous pouvez prolonger. C'est vrai? Bon. Je vous montre la vidéo de Ludoc parce que je pense que c'est quand même assez intéressant pour demain, si vous devez équiper votre église avec des vidéos ou demain faire du cadrage, de bien comprendre en fait en quoi la position des caméras, parce que moi c'est souvent une erreur que je vois, est vraiment importante. Je vais prendre un exemple de 4 photos différentes qui ont été prises au G7 en 2018. Ouais. Donc c'est en mode politique et c'est super intéressant parce que vous allez voir 4 points de vue différents parce que c'est 4 gouvernements différents. Mais c'est la même scène. C'est ça qui est passionnant en fait, c'est de voir. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'avancer. On voit justement. Vous allez voir ça. Voilà. Ça, c'est la disposition. Donc, on a 4 grands. On a Angela Merkel, Donald Trump, Emmanuel Macron et Giuseppe Conte, qui était le Premier ministre italien à l'époque. Et je vais vous montrer qu'en fait, pris avec 4 appareils photo différents, pour 4 communications différentes, le rapport de force change en fonction de la photo. Bien sûr. Donc, la première photo, c'est donc Angela Merkel.
Et vous pouvez voir, et je vais essayer de vous dessiner un truc en même temps, donc Angela Merkel évidemment ici, et vous pouvez voir le rapport de force qui est ici, puisqu'elle est au-dessus de Trump, juste là. La même photo, la même scène, prise cette fois-ci par la communication américaine. Et donc là, vous pouvez voir Trump qui est juste au milieu, avec tous les regards qui sont Porté sur lui. Ouais. Donc là, c'est la même scène, c'est juste un cadre différent. Le gouvernement français, cette fois-ci, donc on a Macron qui est juste là, et là, le cadre est un peu différent, et tous les regards sont tournés vers Macron. Et la version italienne, pareil, c'est juste, ils ont changé de position, et donc on a le ministre italien qui est juste ici, et pareil, on a les regards. Donc en fait, c'est ça qui est passionnant de voir que quand tu cadres en fiction, quand tu prends une photo, etc., en soi, tu peux mettre ton appareil photo un peu partout, devant, derrière, etc. et tout. Et en fonction de ton angle, parce qu'on n'a pas toujours ce réflexe, on se dit on peut prendre la photo un peu n'importe comment, en fonction de ton angle, tu peux changer le rapport de force, tu peux changer la narration, tu peux changer plein de trucs. Au cinéma, prendre une scène très, très simple de quelqu'un qui marche dans un couloir, tu peux avoir plein de manières différentes de filmer. Par exemple, en contre-plongée, c'est quand on tourne sous la personne, donc ça la magnifie, ça la rend un peu plus imposante, etc. Là, c'est dans Kill Bill. Et la même scène avec quelqu'un qui marche dans le couloir, mais cette fois-ci filmé en plongée, donc au-dessus, ça affaiblit le personnage. Après, évidemment, il y a l'attitude, il y a le jeu, etc., il y a la musique et tout, mais ça aide énormément. Nous, par exemple, on est tous filmés là, actuellement, à hauteur de regard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de... La caméra n'est pas en dessous, n'est pas au-dessus, donc c'est très neutre. Okay. Donc ça, c'est beaucoup utilisé. Et par exemple, la plongée, c'est beaucoup utilisé donc, pour affaiblir le personnage, et dans toute la saga Harry Potter, Dobby, il est systématiquement filmé en plongée. Donc après, ça l'affaiblit, ça donne l'impression qu'on est un peu au-dessus de lui. En après, c'est ça, ça donne des aspects de grandeur aussi. Ouais. C'est ça, en fait, quand tu es en contre-plongée, tu vois la personne comme si tu étais sous lui. Donc il est beaucoup... Dans tous les films de super-héros, en général, même dans les Batman, etc., tu as toujours le super-héros qui est filmé en contre-plongée. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, pour affaiblir ton personnage, il est souvent filmé en plongée. Donc voilà, hyper important de comprendre que la technique qui va être utilisée, elle va servir un propos et elle va servir une façon de raconter les choses. Il faut comprendre aussi que par rapport à la messe en streaming, demain, en fait, si vous faites des vidéos ou une messe en streaming, on est face à une audience qui n'est pas captive. C'est-à-dire que moi, je vois, j'ai eu beaucoup de prêtres au téléphone qui se demandaient quel matériel utiliser, etc. Au début, je leur donnais des conseils techniques et puis au bon moment, je leur ai dit, mais attendez, quand vous allez commencer à parler face caméra à des gens qui vont être chez eux dans leur salon, probablement avec leur smartphone allumé à côté ou avec leurs enfants qui font du bruit, c'est pas la même chose que quand vous êtes dans une église avec les gens qui sont autour de vous. Concrètement, pendant une homélie, moi, ce que je leur dis souvent, c'est vous faites une homélie. Pendant l'homélie, les gens, ils sont polis, ils vont pas partir pendant l'homélie, quoi, parce que s'ils sont là pendant la messe, ils sont polis, quoi, donc ils vont pas partir. Ou ils vont pas sortir leur smartphone pour jouer à un jeu. Mais à la maison, c'est pas pareil. L'audience, elle est plus captive, et donc vous avez cette interaction, elle doit être vraiment très forte. On doit réussir à créer du lien fort. Et encore une fois, c'est là où on retrouve l'aspect sympathie et sincérité, qui sont deux rouages extrêmement forts pour pouvoir maintenir le contact et maintenir l'attention. Alors, ça va être quoi les défis demain pour l'Église et l'utilisation de la vidéo? La première chose, ça va être de répondre à besoins du spectateur. C'est-à-dire de bien prendre conscience que quand on va s'adresser aux spectateurs, ces spectateurs, quelque part, il va avoir des besoins. C'est-à-dire qu'il va avoir des besoins différents en fonction de ce qu'il vit, en fonction de là où il en est. Est-ce que le spectateur est... je ne sais pas, ouais, est-ce qu'il a... qu'est-ce qu'il traverse, en fait? Et de bien se dire que, finalement, votre vidéo, elle va pouvoir aussi répondre à des questions que se posent les gens. Et de comprendre aussi que à travers ces questions, en fait, on va pouvoir identifier des pauvretés et répondre en fait à ces besoins de pauvreté. Moi, pendant des années, j'ai vu l'Église discerner pour savoir si c'était une bonne chose ou une mauvaise chose que d'utiliser la vidéo. Et donc, j'avais des prêtres qui disaient oui, on discerne, on se pose des questions. La vidéo, on vous fait intervenir pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, YouTube, machin. Et en fait, au final, personne ne faisait rien. Et donc là, avec le Covid, tout le monde s'est mis à utiliser de la vidéo. Mais parce que je pense que concrètement, l'Église s'était toujours dit, mais finalement, faire des vidéos, est-ce que ça ne fait pas un peu riche? Est-ce que au final, on répond à notre vocation en fait, de servir la pauvreté? Et moi, je suis convaincu qu'en fait, sur YouTube, il y a beaucoup d'autres pauvretés qui ne sont pas des pauvretés qui vont être sur la pyramide de Maslow, par exemple. Ça ne peut pas être des pauvretés, des besoins physiologiques ou des besoins de sécurité. En revanche, on va avoir des besoins des gens qui vont avoir besoin d'appartenir à une tribu, donc des gens qui ont besoin d'appartenance. Et puis, on va avoir aussi des gens, quelque part, qui vont être confrontés à des pauvretés psychologiques ou en tout cas des pauvretés spirituelles et qui vont peut-être avoir, je sais pas moi, être confrontés à devoir pardonner à quelqu'un.
Et en fait, ils vont chercher des vidéos pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils vont faire pour traverser une période de deuil ou pour traverser une période de conflit avec quelqu'un avec qui ils doivent pardonner ou tout un tas de choses. Si je vous prends un exemple très concret, ce qui se passe dans une paroisse. Donc, on a la paroisse avec sa tribu, donc c'est le cercle autour de la chapelle, des gens qui viennent tous les dimanches à la messe. Et puis, la dame en rouge, elle, ça va correspondre à un public qui va avoir des besoins de type faire baptiser son enfant, se marier à l'église, ou bien on a perdu notre cher, donc on doit faire les obsèques. Et ben, cette personne-là, concrètement, si vous êtes curé de paroisse, demain, vous allez la voir pour le temps de préparation au baptême, ou pour le temps de préparation au mariage, ou pour le temps de préparer les obsèques. Et puis, vous allez le voir aussi le jour de la célébration. Et puis après, a priori, vous avez bien répondu aux besoins de cette personne. Il est fort probable que vous ne la revoyez plus. Et ça, c'est normal. C'est-à-dire que moi, demain, si je vais m'acheter une paire de chaussures, je ne vais pas retourner voir la marchande de chaussures parce qu'elle est sympa, quoi, tu vois. Et donc, moi, c'est bon, quoi. J'ai acheté ma paire de pompes, je n'ai pas besoin de revenir. Et donc, souvent, en fait, moi, j'entends des prêtres qui disent « Mais comment est-ce qu'on fait pour réussir ensuite à maintenir le contact, etc. » Mais c'est compliqué. Les gens, en fait, on a répondu à leurs besoins et donc, c'est pas simple. Et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut réussir à aiguiller les gens et comment on peut se servir justement du digital ou peut-être d'autres choses, mais comment est-ce qu'on peut être créatif pour ça. L'autre catégorie de personnes, donc le garçon à droite, lui, ça va être autre chose. Ça va être quelqu'un qui va venir seulement au baptême, c'est-à-dire à la célébration du baptême ou à la célébration de mariage, ou bien aux funérailles, enfin à la messe, au moment des obsèques. Cette personne-là, elle, ça se trouve, même pas lui parler. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous allez voir débarquer, qui va rester 1 heure dans l'église pour se recueillir parce que voilà, il vient pour accompagner la famille et puis il va partir. J'entends beaucoup de prêtres qui me disent voilà, mariage, aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'il y a des gens qui sont très croyants et puis vraiment, il y a des gens qui sont très loin de l'église. Moi, j'ai essayé de faire une homélie qui reprend un petit peu tout ça, qui s'adresse un petit peu à tout le monde, etc. Moi, à chaque fois, je me dis, mais comment vous faites, quoi? Parce que c'est énormément de pression sur un moment court. Je veux dire, mais les meilleurs orateurs de la Terre, ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que c'est très compliqué de tout d'un coup s'adresser à une catégorie très, très large de personnes. Et du coup, l'idée, c'est peut-être de se dire, mais en fait, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier les besoins, donc par rapport à la première population, ils sont clairement identifiés, on y répond, mais pour essayer de voir comment est-ce que demain, on va pouvoir identifier des besoins chez l'autre catégorie de personnes. Concrètement, en fait, il suffit, c'est-à-dire qu'il y a une certaine manière de penser, c'est de se dire, comment est-ce qu'on va faire pour identifier des pauvretés chez ces gens-là? Une période de chômage, une rupture, un deuil. Et en fait, est-ce qu'on ne serait pas capable demain, finalement, en paroisse, en diocèse, de créer du contenu sur Internet qui permette de rejoindre ces gens-là? Et comment est-ce qu'on pourrait imaginer que finalement, un prêtre, à la fin de son homélie, dise « Voilà, moi je suis assez convaincu qu'ici autour de nous, il y a des gens qui traversent une période de chômage. Peut-être qu'il y a une usine qui a fermé dans le quartier et que tout d'un coup, on sait qu'il y a plein de gens qui traversent en ce moment les mêmes questions. » Et donc, dans une période de chômage, vous allez avoir la question de la confiance en soi, la question de savoir est-ce qu'on va être capable de rebondir, est-ce qu'on est capable de changer de voie, etc. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions au niveau des pauvretés, au niveau de très personnelles, en fait, qui se posent. Et dans laquelle je pense qu'en tant que chrétien, on est capable de répondre, on est capable d'aller trouver des réponses aussi dans l'Évangile pour essayer d'accompagner les gens là-dessus. Et finalement, l'idée, c'est de se dire, mais si les gens, on est capable de leur dire, mais retrouvez-nous en fait sur YouTube. Si les questions que vous vous posez, mais c'est des passions pour nous. C'est-à-dire que vraiment, le problème auquel vous êtes confrontés, mais on s'est questionné à fond là-dessus et on a vraiment envie de vous accompagner dans ce que vous traversez, vous, aujourd'hui, dans la pauvreté, dans la fragilité que vous traversez. Retrouvez-nous sur notre chaîne YouTube. Je suis convaincu que si les gens ils vous retrouvent sur la chaîne YouTube, demain, ils seront capables de faire l'effort d'ensuite aller voir un petit peu les gens qui concrètement ont créé tout ça. Et je terminerai là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'essayer je pense que pour devenir vraiment créatif, c'est d'essayer de se mettre dans une posture de service en se disant comment est-ce que je vais faire pour identifier des besoins, identifier des pauvretés et venir me mettre au service, me faire
me donner une passion pour ces pauvretés et développer ma créativité là-dessus. Je vous remercie. J'ai essayé de pas trop, voilà, au niveau du timing, pas trop dépasser. S'il y a des questions, je suis à votre dispo. Merci beaucoup pour cet enseignement. Moi, j'ai trouvé très intéressant le lien que vous faites entre le contenu et le contenant. Et juste avant notre repas, nous avons eu un témoignage d'un couple qui a mis en place un parcours alpha sur la paroisse. Et ça a bien résonné parce qu'au parcours alpha, on fait bien attention aussi à la manière dont on accueille les gens. Et je me dis que finalement, l'évangélisation sur les médias, c'est aussi ça. C'est comment je prends soin en fait de l'autre par le visuel que je vais lui donner pour qu'il puisse être réceptif à ce que j'ai envie de lui dire. Et ça, je trouve que c'est vraiment un beau message. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je ne sais pas effectivement si vous avez des questions. Alors, c'était un peu un pari de vous faire intervenir parce que c'est vrai que là, vous ne vous adressez pas à un public de personnes qui ont des missions particulières sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Mais ça nous tenait à cœur dans l'équipe Cléophas de vous faire connaître parce que je pense qu'on est quand même tous touchés par cette question-là et que c'est bien de pouvoir comprendre comment ça fonctionne, comment ce média fonctionne. Et même à titre individuel, je pense que vous partagez avec moi, mais je crois qu'on a tous appris beaucoup de choses pour ne pas se laisser avoir aussi par les images, la lecture des images. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est bien l'idée de se dire que moi, je vais vous donner une approche qui va être une approche web, mais que derrière, en fait, c'est aussi valable pour la création d'un événement, par exemple, dans votre paroisse. C'est-à-dire que demain, moi, l'idée, c'est aussi de vous sensibiliser à ça. Est-ce que demain, vous allez organiser un événement parce qu'il répond à un besoin ou est-ce que vous organisez un événement parce que finalement, ça fait 30 ans qu'on fait cet événement et que ce serait dommage de ne pas le faire cette année, quoi. Et d'essayer de se dire, bon, tiens, aussi de pouvoir relire certaines choses, quoi, de pouvoir vous dire, bon, ça fait quelques années qu'on fait telle activité ou tel événement. Finalement, on voit qu'il n'y a plus autant d'engouement. L'idée, c'est pas de se dire, tiens, on va tirer une idée de notre chapeau comme ça en se disant, voilà, allez au pif, on va faire ça, mais d'essayer de réfléchir aussi aux diverses populations que vous avez dans une paroisse et peut-être de vous dire, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas des gens qui ont un besoin spécifique? Comment est-ce qu'on va répondre à ce besoin spécifique? Et peut-être qu'il y aura moins de monde à cet événement, mais parce qu'on aura mieux ciblé aussi les gens qu'on vise. Et en tout cas, on va plus les fédérer parce qu'ils auront vécu quelque chose de fort autour d'une vraie proposition. Voilà, l'idée, c'est peut-être d'être créatif en se disant comment est-ce que je me mets au service d'une certaine forme de pauvreté. Est-ce que vous avez des questions? Eh ben, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. J'attends le fichier d'enregistrement. Ouais, ça marche. Je vous envoie ça dès que la réunion est. Super. Je vous fais suivre ça. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.